Aux alentours de l'an 1000, le peuple Pueblo, dans le désert du Nouveau-Mexique, a construit une maison avec de l'argile de rivière, du sable et de la paille. Les murs faisaient 60 cm d'épaisseur. Le coût en matériaux, converti en euros d'aujourd'hui, environ 300 €. Ce bâtiment est toujours habité. Plus de 1000 ans plus tard, entretenu avec rien d'autre que cette même argile par les familles qui y vivent encore. Vous ne pouvez pas construire de cette manière dans la plupart des pays occidentaux. Et la raison n'a rien à voir avec la sécurité. Voici l'histoire de comment le matériau de construction le moins cher et le plus durable sur Terre est passé de la base de civilisations entières à un matériau effacé des codes de construction modernes. Qui l'a fait? Combien ils ont gagné? Et pourquoi les preuves qui pourraient tout inverser dorment sur une étagère depuis 2010, mais restez jusqu'à la fin? Parce qu'il y a une femme au Texas qui a trouvé une faille juridique, et elle l'a utilisée plus de 600 fois. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment elle a fait, et comment vous pouvez faire la même chose. Des tours en briques de terre au Yémen ont survécu à la guerre civile de 2015. Les bâtiments gouvernementaux en béton juste à côté, eux, se sont effondrés. Le matériau dont ces tours sont faites s'appelle l'adobe. Et pendant 10 000 ans, c'était la méthode de construction par défaut sur tous les continents habités. Jéricho, le plus ancien établissement permanent jamais fouillé, daté au carbone 14 à 8 000 ans avant notre ère. La grande mosquée de Djenné au Mali, 1300 ans sur le même site. Taos Pueblo, au Nouveau-Mexique, habité sans interruption depuis avant l'arrivée des Espagnols. La physique derrière tout ça explique pourquoi un mur à 300 € surpasse un système de chauffage à 30 000 €. Et la piste de l'argent explique pourquoi on ne vous laisse pas en construire un. Commençons par la brique elle-même. Parce que l'ingénierie est presque insultante de simplicité. 70 à 80% d'argile locale, 15 à 25% de sable, et 5 à 10% de paille hachée ou de fibres organiques. On mélange avec de l'eau jusqu'à ce que la pâte tienne sa forme. On la presse dans un moule en bois, on retire le moule après 24 heures, et on laisse la brique sécher au soleil pendant 2 à 4 semaines selon le climat. Pas de four, pas de cuisson. Toute la production se fait en plein air, sans une seule machine industrielle. L'énergie nécessaire est pratiquement nulle, environ 2000 BTU par brique, contre 30 000 pour une brique cuite conventionnelle. Un rapport de 1 à 15, avant même d'avoir commencé à construire. La résistance à la compression se situe entre 14 et 42 kg/cm2, selon la composition de l'argile. Le minimum exigé par les normes résidentielles internationales pour un mur porteur est d'environ 12 kg/cm2. L'adobe dépasse ce seuil avec la plupart des argiles naturelles, sans aucune modification. Ce qui veut dire que la terre sous votre terrain est peut-être déjà un matériau de construction de qualité structurelle, qui attend là, gratuitement. Coût par brique, si vous creusez l'argile de votre propre terrain, environ 3 centimes. Une maison de 180 m² nécessite entre 4000 et 6000 briques. Coût total en matériaux, entre 120 et 180 €. Mais le vrai génie n'est pas dans la brique. C'est dans ce qui se passe quand on les empile pour former un mur. Un mur en adobe de 45 à 65 cm d'épaisseur crée ce que les ingénieurs appellent un déphasage thermique. Un décalage entre le moment où la chaleur atteint la surface extérieure et le moment où elle atteint l'intérieur. Pour l'adobe, à épaisseur résidentielle standard, ce décalage est de 8 à 12 heures. Réfléchissez à ce que ça signifie dans un climat chaud. Quand la température extérieure culmine à 14 heures, le mur absorbe cette chaleur, l'attirant lentement à travers 60 cm d'argile dense. Vers minuit, quand la température extérieure a chuté de 20 à 25 degrés, le mur commence à libérer cette chaleur stockée vers l'intérieur. Il réchauffe la maison pendant les heures les plus froides. Et tout le processus fonctionne uniquement grâce à la physique. Pas de chaudière, pas d'électricité. Rien qui puisse tomber en panne ou s'user. Le matin, le cycle s'inverse. L'air frais de la nuit recharge le mur. Et quand la chaleur de l'après-midi arrive, l'intérieur libère encore la fraîcheur stockée 12 heures plus tôt. L'Université d'Arizona a testé ça en 2018. Ils ont construit une structure en adobe et une structure à ossature bois côte à côte, dans des conditions désertiques identiques, et les ont surveillées pendant 10 mois. Les températures extérieures allaient de 9 à 42 degrés.
La structure en adobe a maintenu une température intérieure moyenne de 24 degrés, avec 23% de gain de chaleur en moins et 40% de variation de température en moins que la maison à ossature bois. La maison à ossature bois a eu besoin d'une climatisation mécanique pendant les 10 mois pour rester dans la même plage. La structure en adobe. 0 mois de climatisation. Cette étude a été publiée dans Energy and Buildings, revue à comité de lecture, et a été citée 47 fois dans la littérature scientifique. Elle n'a jamais été citée dans une seule mise à jour du code de construction. Ce dernier fait devrait vous arrêter net. Une étude scientifique prouvant qu'un mur à 300 € surpasse un système de chauffage-climatisation à 30 000 €. Et l'organisme qui rédige les normes de construction ne l'a jamais mentionné. Qui siège dans cet organisme et pourquoi ils l'ont ignoré? Ça arrive. Et ça implique 18 milliards de dollars par an. Il y a une troisième propriété dont presque personne ne parle. L'adobe respire. L'humidité traverse le mur sous forme de vapeur, sans jamais se condenser à l'intérieur de la structure. Les murs modernes isolés à ossature bois piègent l'humidité dans des cavités, entre des couches de matériaux qui n'ont jamais été conçus pour respirer. On estime que 45% des maisons américaines ont des problèmes de moisissure. Et la grande majorité provient de ces cavités murales. L'adobe n'a pas de cavité. Le mur est une seule masse solide qui maintient son intégrité structurelle depuis des siècles. Pendant que les murs modernes durent 40 à 70 ans avant que les dégâts d'humidité ne forcent une reconstruction, le mur que vos ancêtres ont construit il y a 1000 ans fonctionne toujours. Vous avez un matériau qui coûte quelques centimes par brique, qui maintient une maison confortable toute l'année sans aucun système mécanique, qui élimine le problème de moisissure qui touche presque la moitié des maisons modernes, et dont la durée de vie structurelle se mesure en siècles, pas en décennies. La question évidente, pourquoi utiliser autre chose? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, personne n'utilisait autre chose. Le changement ne s'est pas produit parce que quelqu'un a trouvé un meilleur matériau. Il s'est produit parce que quelqu'un a trouvé un matériau plus rentable. Et la manière dont ils ont réussi n'a nécessité aucune loi, aucun vote, aucun débat public. Juste un stylo et un code de construction auquel personne ne faisait attention. Le basculement a commencé avec le chemin de fer. Dans les années 1880, du bois de construction bon marché a atteint le sud-ouest américain pour la première fois. La construction à ossature bois a commencé à remplacer l'adobe dans les villes desservies par le rail. Mais dans les communautés rurales, les endroits que le chemin de fer n'atteignait pas, l'adobe a continué. Pas par tradition ou sentimentalisme, par pure logique économique. Quand le marchand de bois le plus proche est à 300 km et que l'argile sous vos pieds est gratuite, le calcul se fait tout seul. Le premier vrai coup est venu en 1927. La conférence des responsables du bâtiment de la côte Pacifique a publié le premier code de construction uniforme. Il a été rédigé pour la construction à ossature bois. Il ne contenait aucune disposition pour l'adobe. En droit américain du bâtiment, cette omission a une conséquence juridique précise. Tout ce qui n'est pas couvert par le code nécessite ce qu'on appelle une approbation de méthode alternative, ce qui signifie analyse d'ingénierie, documentation de tests et validation formelle par le service d'urbanisme local avant même de pouvoir creuser les fondations. Le coût de cette procédure, 5 000 à 25 000 $ rien qu'en frais d'ingénierie. Pour un matériau qui coûte 300 € en matière première, un ratio de surcoût réglementaire de 100 contre 1. Le code n'a pas interdit l'adobe. Il a simplement rendu la construction en adobe plus chère que la construction avec les matériaux autour desquels le code avait été rédigé. Ensuite est venue la FHA. En 1949, l'administration fédérale du logement américaine a publié ses normes minimales de propriété pour l'assurance hypothécaire. La section 201-13B exigeait ce qu'elle appelait une ossature conventionnelle utilisant du bois dimensionnel. L'effet a été immédiat et total. Toute maison non construite en bois et béton était inéligible à l'assurance garantie par la FHA. Sans assurance FHA, aucune banque n'accordait de prêt immobilier. Sans prêt immobilier, aucune famille de classe moyenne ne pouvait se permettre de construire avec des matériaux non conventionnels.
peu importe à quel point ces matériaux étaient au bon marché. Le Congrès n'a jamais voté sur cette décision. Aucun débat public n'a eu lieu. Le personnel de la FHA l'a rédigé en consultation avec l'industrie du logement et l'a signé en droit administratif. Une seule décision a éliminé l'autoconstruction du paysage résidentiel américain. Si vos parents ou grands-parents se sont un jour demandé pourquoi ils ne pouvaient pas construire leur propre maison comme leur aïeux le faisait, voici la raison. Pas la sécurité, pas la science. Une décision administrative sur laquelle personne n'a voté. Le coup de grâce est tombé en 1970, quand le Code uniforme du bâtiment a finalement ajouté des dispositions explicites pour l'adobe. Le chapitre 24A. Sur le papier, ça ressemblait à un progrès. En pratique, c'était conçu pour éliminer l'avantage économique. Les nouvelles exigences imposaient des barres d'acier, tous les 60 cm, à la fois verticalement et horizontalement, ce qui signifiait percer des trous dans chaque brique du mur. En plus de ça, tout l'adobe devait être stabilisé avec du ciment Portland à 3 à 5% du poids total. Et des poutres en béton armé étaient exigées à chaque niveau de plancher. Pour un matériau dont toute la proposition de valeur repose sur le fait qu'il ne coûte presque rien, ces ajouts obligatoires multiplient le coût de construction par 3 à 5. Et percer des trous dans chaque brique pour y passer de l'armature détruit les propriétés de masse thermique qui font fonctionner l'adobe. Le code n'a pas seulement rendu l'adobe cher, il l'a rendu moins performant. Et la question que personne n'a posée à l'époque, mais qu'il aurait fallu poser, est qui a rédigé ce chapitre? Qui a rédigé les règles? La Portland Cement Association est l'organisme professionnel représentant les fabricants de ciment en Amérique du Nord. Ses membres incluent Lafarge Holcim, Cemex, Vulcan Materials et Martin Marietta. Revenus combinés aux États-Unis, 18 milliards de dollars par an. La PCA fait du lobbying de manière continue depuis 1940 pour que les codes du bâtiment imposent l'utilisation du ciment Portland dans les fondations, les poutres de chaînage, les joints de mortier et les enduits. Et sous le chapitre 24A, chaque mur en adobe en Amérique doit contenir du ciment Portland. La PCA a rédigé cette exigence. C'est une question de registre législatif public. L'Association nationale des constructeurs de maisons, 150 000 entreprises membres, la plus grande association professionnelle de construction résidentielle du pays, s'est opposée à chaque tentative de créer des voies réglementaires pour les méthodes de construction naturelle. Leur raison officielle, la protection du consommateur. Leur préoccupation réelle est plus spécifique. L'adobe ne nécessite pas d'entrepreneur. Un propriétaire avec une pelle, un moule et 2 semaines de temps peut construire une maison structurellement solide et thermiquement excellente sans embaucher un seul de leurs membres. Le système est en couche. Le code omet le matériau, ce qui rend sa construction sujette à des approbations coûteuses. Les approbations imposent des ajouts qui détruisent de l'avantage économique. Le système hypothécaire ne le finance pas. Le système d'assurance ne l'assure pas à sa valeur réelle, calculant les primes sur des coûts de remplacement conventionnels, 30 à 100 fois la valeur matérielle réelle d'une maison en adobe. Et les associations professionnelles, dont les membres vendent les alternatives obligatoires, ont financé les comités qui ont rédigé les règles. Rien de tout cela n'a nécessité de complot. Il suffisait que chacun suive son intérêt financier, et que personne ne se demande si l'intérêt public était la même chose. Hassan Fathi, l'homme qui a tout compris, mais quelqu'un a posé la question. Et la réponse lui a coûté sa carrière, sa réputation et 4 décennies d'isolement professionnel. Hassan Fathi, diplômé de l'Université du Caire, promotion 1926. Il a passé les 50 années suivantes à essayer de convaincre le monde que la solution à la pauvreté en logement se trouvait dans le sol, sous les pieds des gens. Ce n'était pas un romantique. C'était un ingénieur qui comprenait la thermodynamique, les charges structurelles et l'économie de la construction, et qui voyait clairement que la brique de terre surpassait le parpaing de béton sur ces 3 critères, pour une fraction du coût. En 1945, le gouvernement égyptien l'a engagé pour concevoir un village de réinstallation pour les communautés de pilleurs de tombes près de la vallée des rois. Des familles à qui on avait promis de nouveaux logements depuis des décennies. Le projet de Fathi pour Nouveau Gourna utilisait l'adobe nubien traditionnel. Voûte en berceau,
cour intérieure, ventilation naturelle. Les murs étaient assez épais pour garder les intérieurs frais pendant les étés égyptiens sans aucune assistance mécanique. 540 maisons prévues pour 7000 résidents. Coût total de construction pour les résidents. 0. Chaque brique venait de l'argile locale, façonnée par des artisans locaux utilisant des techniques standards dans la vallée du Nil depuis 3000 ans. Le gouvernement a annulé le projet après 150 maisons construites. La raison officielle, les résidents refusaient de quitter leurs maisons ancestrales. La vraie raison, que Fatih a documentée en détail dans son livre de 1973, Construire avec le peuple, était que les entrepreneurs de construction qui avaient obtenu le contrat original devaient construire des logements conventionnels en parpaing de béton aux frais du gouvernement. Le village en adobe de Fatih, qui ne coûtait presque rien, rendait leur contrat inutile. Ils ont fait pression sur le ministère du Logement pour l'arrêt du projet. Et ils l'ont obtenu. Fatih a passé les 40 dernières années de sa vie à écrire, enseigner et construire des projets en adobe à petite échelle à travers l'Égypte et le Moyen-Orient. Il a reçu le prix Aga Khan d'architecture et le Right Livelihood Award en 1980. Son livre a été traduit en 15 langues. Le Smithsonian l'a nommé parmi les 20 ouvrages les plus importants de l'architecture du XXe siècle. Il est mort au Caire en 1989. L'Establishment international du bâtiment, qui avait passé toute sa carrière à l'ignorer, n'a envoyé aucun représentant à ses funérailles. Les 150 maisons qu'il a construites à Nouveau-Gourna sont toujours debout, 76 ans plus tard, entretenues par leurs habitants avec de l'argile locale. Les logements en béton conventionnel que les entrepreneurs du gouvernement ont finalement construits dans la même zone se sont largement détériorés ou ont été démolis. Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vous dit que la construction en terre n'est pas aux normes modernes. Le diagnostic de Fatih était simple, et il l'a dit publiquement. L'obstacle au logement abordable n'est pas l'ingénierie. Ce n'est pas la science des matériaux. C'est la structure financière de l'industrie de la construction, qui ne peut pas tirer profit d'un matériau que le propriétaire peut creuser du sol gratuitement. Les codes du bâtiment, les exigences de financement, les normes d'assurance, tout cela existe pour protéger un modèle économique, pas une population. Simon Swan, 600 maisons, 0 dette. Il n'était pas le seul à l'avoir vu. Des décennies après sa mort, une femme à la frontière texane a pris sa méthode, a trouvé une faille juridique qu'aucune autorité du bâtiment n'avait fermée, et l'a utilisée pour construire 600 maisons, pour des familles qui gagnaient moins de 12 000 $ par an. Pas une seule de ces familles ne porte d'hypothèque. Pas une seule ne paie de facture d'énergie, et pas une seule n'a eu besoin de la permission de qui que ce soit. Mais avant d'en arriver là, le Nouveau-Mexique a rompu les rangs en 1991. Sous la pression des communautés pueblo et du mouvement de la construction naturelle, l'État a adopté son propre code autonome pour l'adobe et le pisé. Le seul État du pays avec une norme permettant la construction en adobe non renforcée sous conditions spécifiques. Les structures construites sous ce code ont un bilan de 0 défaillance sur plus de 30 ans. 0 effondrement structurel. 0 incident de sécurité. Sans armature en acier et sans ciment Portland, dans une zone sismique. 30 ans de preuve que le matériau que le Code fédéral traite comme non prouvé n'a jamais failli une seule fois sous un code d'État qui lui fait confiance. Aucun autre État n'a adopté le Code du Nouveau-Mexique. L'ICC ne l'a pas intégré dans ses conclusions. Si vous vivez dans l'un des 49 autres États et voulez construire en adobe, vous êtes livré à vous-même. Simone Swan et la faille. Le nom de cette femme est Simone Swan, et ce qu'elle a construit change tout ce que vous pensez possible. Swan est arrivée à la frontière Texas-Mexique en 2008, pas comme entrepreneur ni comme fonctionnaire, mais comme élève des méthodes de Hassan Fatih, avec la conviction que les familles vivant le long du Rio Grande dans le comté de Presidio n'avaient besoin ni d'un programme gouvernemental ni d'un prêteur hypothécaire. Ces familles gagnaient entre 8 000 et 12 000 $ par an, exclues de toutes les options de logement conventionnels disponibles. Elles avaient besoin d'une pelle et de quelqu'un pour leur montrer quoi en faire. La méthode est la même que celle qui a construit Jéricho il y a 10 000 ans. On étudie le sol sous le site de construction. Si la teneur en argile est bonne, et dans le désert de Chihuahua, elle l'est presque toujours, on creuse. On mélange l'argile avec du sable et de la paille hachée
dans un ratio que Swan a calibré pendant 15 ans de travail sur le terrain. On ajoute de l'eau jusqu'à ce que le mélange tienne sa forme. On le presse dans un moule en bois, on retire le moule et on pose la brique au soleil. 2 semaines plus tard, vous avez une unité de construction qui durera plus longtemps que n'importe quoi au magasin de bricolage. Une équipe de 4 ou 5 personnes, généralement la famille qui vivra dans la maison finie, plus des bénévoles, commence à empiler. Les murs montent à 45 cm d'épaisseur, liés avec un mortier de terre fait de la même argile. Pas d'armature, pas de ciment. Portland. La structure du toit est en bois, récupérée localement ou donnée. Les surfaces intérieures et extérieures reçoivent une couche d'enduit de terre que la famille réappliquera une fois par an. Le même cycle d'entretien qui fait tenir Taos Pueblo depuis 1000 ans. Le processus prend environ 6 semaines, de la première pelletée à l'emménagement. Le coût en matériaux pour une maison finie, entre 800 et 1500 $. La facture d'énergie après l'emménagement, 0. Un mardi matin à Presidio. Imaginez un mardi matin à Presidio. Le soleil pointe à peine au-dessus de l'horizon et le désert garde encore le froid de la nuit. Il fait 5 degrés C dehors. Une femme est debout, les chevilles dans une fosse qu'elle a creusée 2 jours plus tôt, travaillant une pelle dans l'argile mouillée pendant que sa fille transporte des seaux de sable depuis un tas à 6 mètres de là. Le mélange va dans un moule en bois de la taille d'une boîte à chaussures. Elle le tasse avec ses paumes, retourne le moule et pose la brique humide sur un séchoir à côté de 300 autres. Chacune est un morceau de la maison dans laquelle ses enfants grandiront. Maintenant, entrez dans la maison que sa voisine a terminée au printemps dernier. Posez votre paume à plat contre le mur intérieur. L'adobe est chaud. Pas le chaud du chauffage. Le chaud de la masse. Le genre de chaleur qui rayonne depuis les profondeurs de l'argile, comme une pierre qui garde la chaleur du soleil, longtemps après le coucher. L'air à l'intérieur est à 20 degrés. Dehors, il fait 5 degrés. 15 degrés de séparation, maintenus par 45 cm de terre et rien d'autre. Vous cherchez un thermostat. Il n'y en a pas. Le plafond n'a pas de gaine de ventilation. Aucune conduite de gaz ne passe sous le jardin. C'est une maison construite à partir du sol sur lequel elle se dresse. Et à l'intérieur, une famille qui ne doit rien à personne. Aucun entrepreneur n'a dessiné de plan. Personne au service d'urbanisme n'a tamponné une approbation. Et aucune banque, nulle part dans le processus, n'a accordé de prêt. Une femme, sa famille, le sol sous leurs pieds, et la connaissance de comment transformer l'un en l'autre, 600 fois. Swan a répété ce processus plus de 600 fois depuis 2008. 600 familles qui possèdent leur maison en pleine propriété. 600 structures qui seront encore debout quand les lotissements de l'autre côté de l'autoroute seront à la décharge. Les autorités du bâtiment du Texas ont cité son opération 3 fois pour violation du code. Elle a continué à construire sous l'exemption du propriétaire constructeur. Une disposition qui existe au Texas, au Nouveau-Mexique et en Arizona, permettant aux individus de construire leur propre résidence principale, sans respecter l'intégralité du Code résidentiel international. C'est la faille. Si vous vivez dans l'un de ces 3 États, vous pouvez légalement construire votre propre maison en adobe dès demain. Sans entrepreneur, sans permis, sans banque. Les familles dans les maisons de l'Adobe Alliance n'ont aucune dette hypothécaire. Leurs factures d'énergie sont à 0. Elles ne dépendent d'aucun entrepreneur, d'aucun prêteur, et de rien dans la chaîne d'approvisionnement du bâtiment qui pourrait les laisser tomber ou augmenter leurs coûts. Elles construisent leur maison à partir du sol sur lequel elles vivent, en utilisant une technique que chaque civilisation de l'histoire humaine a découverte indépendamment, et qu'une poignée d'associations professionnelles a passé le siècle dernier à essayer de vous faire oublier. Un mouvement mondial. Mais les 600 maisons de Swan ne sont pas une anomalie, elles font partie de quelque chose de bien plus grand. Et ce que ça signifie pour vous, peu importe où vous vivez, est la dernière chose que l'industrie du bâtiment veut que vous entendiez. 1/4 de la population mondiale sait déjà ce que Swan sait. Les Nations Unies estiment qu'entre 1,5 et 2 milliards de personnes vivent actuellement dans des structures en terre. En Inde, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran et à travers l'Afrique subsaharienne, l'adobé et le pisé restent la forme dominante de construction résidentielle.
Pas parce que ces populations n'ont pas accès aux matériaux modernes. Parce que pour quiconque n'a pas un prêt immobilier de 100 000 € et une facture d'énergie sur 20 ans à espérer, la construction en terre est le choix rationnel. Le mouvement grandit malgré tout. Entre 5 000 et 10 000 structures en adobe sont construites chaque année rien qu'aux États-Unis. La plupart sous des exemptions de propriétaires constructeurs. 50 000 bâtisseurs naturels actifs. Et quand l'un d'entre eux, Nader Khalili, a témoigné devant la Commission des normes du bâtiment de Californie, sa déclaration tenait en 3 phrases. Vous ne régulez pas la sécurité, vous régulez le profit, et les gens qui ne peuvent pas se permettre votre profit vivent sous des tentes. Ce que ça change pour vous. Votre grand-père aurait pu construire une maison pour 300 €. Le matériau est toujours sous vos pieds. Le savoir est toujours disponible. La seule chose qui a jamais séparé une famille d'une maison qui durera plus longtemps que tout ce qui se trouve dans sa rue. C'est un code du bâtiment rédigé par les gens qui vendent ce dont cette famille n'a pas besoin. Si l'adobe est la réponse pour les murs, il existe une autre technique ancestrale qui fait la même chose pour le toit. Une couche vivante de terre et de végétation qui isole, absorbe l'eau de pluie, dure des siècles et ne coûte presque rien à installer. L'industrie moderne de la toiture, 42 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis, l'a enterré de la même façon que l'industrie du ciment a enterré l'adobe. Cette histoire est déjà sur cette chaîne. Cliquez maintenant.